Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Les enjeux de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO au menu du tête-à-tête entre le chef de l'État et le ministre marocain des Affaires étrangères. Salaheddine Mezouar est porteur d'un message de Sa Majesté Mohamed VI qui voit en cette intégration une valeur ajoutée en termes d'attractivité de l'investissement dans l'espace sous-régional. Le défi lié à la qualité du riz local se trouve en grande partie dans la transformation. C'est ce qu'ont compris les acteurs. Ils mettent ainsi d'importants moyens dans la transformation. C'est le menu de la série Riziculture qui nous conduit dans le delta du fleuve Sénégal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le président de la République a reçu en audience ce samedi le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Salaheddine Mezouar est porteur d'un message de Sa Majesté Mohamed VI relatif à son intégration à la CEDEAO, une valeur ajoutée qui devrait avoir un impact en termes d'attractivité de l'investissement, une projection sur l'avenir selon le ministre marocain que je vous propose d'écouter. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être reçu par son Excellence le Président Macky Sall, porteur d'un message écrit de la part de son frère, Sa Majesté le Roi. Naturellement, tout le monde connaît l'excellence des relations entre Sa Majesté le Président Macky Sall, mais également entre les deux peuples. Et Sa Majesté a toujours veillé à ce que le Sénégal, son président et ses institutions soient toujours associés aux démarches qu'effectue le Maroc et qu'effectue Sa Majesté le Roi. Le Sénégal a été aux côtés du Maroc et d'une manière engagée, forte, à tous les niveaux, pour le retour du Maroc au sein de sa famille africaine et sa famille institutionnelle. Aujourd'hui, le Maroc est dans une autre démarche qui est celle de l'intégration au sein de la CEDEAO. Elle est liée d'abord à une histoire commune intense entre le Maroc et cet espace économique. C'est lié aussi aux relations culturelles, humaines, aux relations également économiques et également dans tout le partenariat lié à la sécurité et au développement. Donc cette démarche du Maroc est une démarche qui s'inscrit dans la logique et dans la continuité. Le Maroc est lié avec tous les pays de la CEDEAO. Par des accords, par des relations de partenariat, par de l'investissement, par des échanges culturels, estudiantins, par des échanges également culturels et par également des partenariats en matière de renforcement de sécurité. La CEDEAO a tout à gagner de ce partenariat comme le Maroc a aussi à gagner naturellement de ce partenariat. L'entrée du Maroc au sein de la CEDEAO permettra à la CEDEAO de devenir la 16e puissance économique au niveau mondial. Et donc en termes humains, mais aussi en termes économiques et en termes d'attractivité de l'investissement, du développement, de la complémentarité entre les économies, de ce que aussi peut apporter modestement le Maroc en matière de contribution dans des secteurs sensibles et importants tels que le développement de l'agriculture, les infrastructures. C'est tout cela qui a été changé, c'est l'appréciation de son Excellence et naturellement le Maroc est toujours reconnaissant au Sénégal, à son Excellence le Président, au gouvernement et au peuple sénégalais. Triennale de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, rideau sur la 11e édition. La cérémonie de clôture a été présidée par les ministres sénégalais en charge de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. L'idée de mettre en place un fonds africain pour l'éducation a été agitée. Compte rendu Pape Kolingom. Pendant 4 jours, Dakar a été la capitale africaine de l'éducation. Experts, consultants, partenaires et gouvernements ont passé au crible les obstacles de l'éducation dans le continent noir avant de donner quelques orientations. Il y a la nécessité de travailler sur les curricula. Il y a également le besoin de revoir la formation même des enseignants. Nous avons également besoin de revoir l'environnement dans lequel cet enseignement se déroule, c'est-à-dire les conditions générales de l'enseignement. La francophonie, pour sa part, travaille à aider les États en collaboration avec tous les partenaires et au sein aussi de l'ADM, nous avions 29 États
africains quand même dans notre organisation pour avoir maintenant un système éducatif holistique, financer, supporter les innovations et les réformes. Cette conférence de presse marqua la fin de la rencontre a servi de tribune pour le comité d'organisation de rappeler les recommandations phares de la 11e triennale. La recommandation encore la plus importante à mon avis, c'est de dire que nous voulons développer des compétences pratiquement pour tous les métiers, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Et enfin intégrer dans ce qu'on est en train de faire l'apprentissage. Nous avons parlé des langues nationales, nous avons parlé du genre, l'apprentissage dans nos structures traditionnellement qui formaient également beaucoup de jeunes dans les sciences et dans nos techniques. Parmi ces recommandations, l'idée de mettre en place d'un fonds africain pour l'éducation a été la principale. L'idée du fonds a été discutée en réunion et que par rapport au mécanisme de fonctionnement et d'opérationnalisation de ce fonds, en fait, c'est ce volet qui constitue la prochaine étape à faire. Les documents ont été fournis aux représentants des pays, aux ministres qui vont faire leur consultation interne et revenir à l'ADEA par rapport à leurs idées sur qui va gérer ce fonds. La 11e triennale de l'ADEA qui vient de prendre fin à Dakar a été un carrefour de partage d'expériences et d'échanges d'idées novatrices. Les 700 participants ont manifesté leur satisfaction vis-à-vis des engagements pris par les décideurs et partenaires pour améliorer la qualité de l'éducation en Afrique. En marge de cette 11e édition de la triennale, les ministres sénégalais en charge de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur ont signé des conventions de partenariat avec l'Italie. Nous retrouvons Pape Kolingom pour le compte-rendu. La première convention a été signée entre le professeur Marito Ignan, ministre de l'Enseignement supérieur et la coopération italienne, représenté par le directeur de l'UNESCO à Dakar. Elle porte sur le renforcement de l'offre éducative et des capacités pédagogiques et universitaires. Je voudrais encore remercier l'UNESCO, remercier l'Italie pour cette subvention de près de 330 millions de francs CFA, donc qui va permettre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar principalement et accessoirement à l'université Gaston Berger de développer à la fois les formations pour les métiers du patrimoine, de développer la formation citoyenne et ensuite, évidemment, de renforcer les capacités des centres de pédagogie universitaire et pour l'Université de Dakar, l'enseignement de l'italien. Nous allons faire en sorte que ce projet porte ses fruits et soit un succès. La seconde convention, quant à elle, vise à appuyer l'expérience sénégalaise dans le domaine de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, et l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Wane, ont paraphé le document. Dans le cadre d'un enseignement bilingue, donc nous avons aujourd'hui signé des conventions qui rentrent dans le cadre de ce programme, École et langue nationale, introduction des langues nationales à l'école. Mais ce n'est pas la seule coopération que nous avons avec l'OIF. Nous avons l'initiative pour la formation à distance des élèves maîtres qui intervient aujourd'hui dans les régions de Fatick et de Kaolack, où nous sommes en train de renforcer les capacités en langue française, notamment d'un certain nombre d'enseignants. Et ce programme va connaître une deuxième phase qui va couvrir les régions de Kaffrine. Et nous avons aussi l'Institut francophone pour l'enseignement et la formation qui va s'installer à Dakar à partir de l'année prochaine. Le montant du financement de 300 000 €. Pour nous, c'est un petit geste que de pouvoir contribuer au programme ELAN, qui est un de nos programmes phares, un des programmes d'innovation en matière d'éducation, et c'est ça dans le cadre de la triennale de l'ADEA à Dakar. Ainsi donc, la triennale de Dakar a été une belle opportunité pour le Sénégal. Au-delà des défis de l'organisation et de la participation, notre pays a aussi gagné en termes de partenariat. Santé, sécurité sanitaire des aliments, le Comité national du Codex Alimentarius a organisé un forum de sensibilisation avec divers acteurs, dont le ministère du Commerce. Les maladies d'origine alimentaire sont nombreuses et vont des diarrhées au cancer. Depuis 1983, le Sénégal s'est doté d'un Comité national du Codex. Aujourd'hui, il est question de redynamiser ses activités pour une meilleure protection des consommateurs. Les détails avec Oumar Diaw.
Ce premier forum national de sensibilisation sur le Codex Alimentarius a réuni des représentants d'institutions nationales, d'associations de consommateurs et une grande diversité d'acteurs de la chaîne alimentaire. Disposer d'une alimentation saine est un droit universellement reconnu et cela passe par l'hygiène. Nous devons faire de sorte que les populations soient protégées par ce qui se fait au niveau local. La propriété est quelque chose d'indispensable, surtout quand on vend des denrées alimentaires. Des règles d'hygiène très simples permettent de baisser les risques sanitaires associés à l'alimentation. Mais à l'échelle du monde, les statistiques poussent à ne pas vouloir manger. Selon les estimations de l'OMS en 2015, au niveau mondial, presque une personne sur 10 tombe malade chaque année à cause des maladies d'origine alimentaire. Quelques 420 000 décès sont ainsi enregistrés chaque année, dont les 3/4 en Afrique. Il est temps d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments pour une meilleure protection des consommateurs. La protection de la santé de nos populations ainsi que l'accès de nos produits alimentaires sur le marché international dépendront en grande partie de nos capacités à respecter les exigences réglementaires basées généralement sur des normes établies sur la base des travaux d'organisations normatives telles que la commission du Codex. Les questions de sécurité, qu'elles soient générales ou rapportées à un domaine précis, nécessitent une grande coordination. C'est une responsabilité partagée des acteurs. Il est donc essentiel que les différentes parties prenantes s'engagent à assumer pleinement leurs responsabilités communes de manière coordonnée. C'est dire l'importance d'un cadre comme le Codex Alimentarius, dont le rôle principal est d'élaborer des spécifications fondamentales d'hygiène applicables à tous les aliments. On ne peut pas normaliser sans regarder les impacts sur l'économie du pays. C'est un organe pour défendre l'intérêt du pays. Dans le fonctionnement, il faut des moyens. Les moyens de la structure restent bien en deçà de ses missions dans un contexte d'accroissement constant des besoins de sécurité alimentaire et de conquête des marchés extérieurs. Place à la série Riziculture. Je le disais en titre, les investisseurs privés sont en train de réaliser des infrastructures dans le delta du fleuve Sénégal. Il s'agit pour l'essentiel des unités de transformation, participant ainsi à l'amélioration de la qualité du riz local. Des particuliers utilisent aussi leurs moyens financiers pour l'aménagement des terres cultivables afin d'accroître la production nationale. Reportage signé Diana Badia. Cet ultra-léger motorisé survole 1100 hectares de casiers rizicoles dans la commune de Diamant. Il est utilisé pour les semis, l'épandage et la surveillance du riz contre les mange-mille. Toutes ces superficies sont exploitées par la compagnie agricole de Saint-Louis, CASL, des privés qui sont venus pour aider le Sénégal à atteindre l'autosuffisance en riz. On a négocié nous-mêmes nos propres terres, on aménage nous-mêmes nos propres casiers rizicoles et on veut aussi transformer nous-mêmes notre propre riz. CASL a démarré en 2013 avec 53 hectares et aménage chaque jour plus de terres. Son objectif final est de cultiver 4000 hectares en double culture. Une ambition qui ne peut se réaliser qu'avec la disponibilité de terres cultivables. Le riz est une céréale et la céréale, on a besoin d'avoir beaucoup d'hectares de terre pour pouvoir la cultiver correctement. Le maraîchage, il fait à peu près 80 tonnes par hectare. Nous, on en fait 6 tonnes par hectare à peu près en moyenne. Donc on n'est pas dans les mêmes proportions. Il faut donc beaucoup d'espace pour faire du riz en quantité suffisante. Un riz paddy de qualité a aussi besoin d'être transformé en riz blanc dans les meilleures conditions. Certains particuliers investissent le créneau. C'est le cas de CMG Agro-Industrie qui est installé dans la commune de Ross Béthio en décembre 2016. Avec une capacité de stockage de 1020 tonnes, l'usine fonctionne 6 heures sur 24 et transforme 3 tonnes par heure. Nous avons 2 lasers et ça veut dire qu'on fait passer le riz 2 fois sur le laser, donc ça fait ce que les gens appellent double Trosex. C'est exactement ce que nous faisons au Sénégal. C'est du riz frais, neuf, mais transformé dans les conditions optimales avec des unités modernes. Des producteurs de la filière ont tendance à investir le secteur de la transformation, une façon de maîtriser toute la chaîne. CASL est dans cette voie avec son usine en cours d'installation à Ross Béthio. Notre objectif, c'est d'avoisiner les 100 000 tonnes de riz paddy par an pour produire à peu près 65 000 tonnes de riz blanc. Les agro-industriels se dotent de plus en plus de moyens pour accroître la production et améliorer la qualité du riz local. Des efforts parfois entravés par la préférence de la majorité des Sénégalais pour le riz brisé. 60% à 65% du paddy sort du riz entier.
Il faut que les gens comprennent que le riz entier, dans l'usine, on ne décrète pas de faire du riz entier ou du riz brisé. Il y a des possibilités d'augmenter le taux de brisure ou de baisser le taux d'entier, mais c'est des techniques qui vont à l'encontre du rendement à l'usinage. L'exonération de la TVA et le coût de l'électricité font partie des préoccupations des promoteurs privés. Malgré ces difficultés, des infrastructures d'envergure sont réalisées dans le Nord pour accompagner l'État à développer la filière rizicole. D'autres aspects de la riziculture dans nos prochaines éditions. Et puis le groupe Subdeco a délocalisé ses débats du vendredi à Thiès, cette fois-ci autour du thème contrat pétrolier, principes et mise en œuvre. Cette rencontre a été une occasion pour le ministre de donner des explications sur ces contrats pétroliers. Les détails avec Hamid Diop. L'auditorium de l'école polytechnique de Thiès était finalement étroit pour accueillir tout ce monde venu écouter l'exposé du ministre de l'Énergie sur les contrats pétroliers. L'initiative porte l'empreinte du groupe Subdeco qui a décidé de délocaliser ses débats du vendredi avec les récentes découvertes de pétrole. L'école de commerce veut jouer les premiers rôles dans la formation. Oui, avant même la délocalisation à Thiès, vous avez certainement entendu parler des programmes que Subdeco a mis en place et liés justement au pétrole. C'est-à-dire il y a le master en trading pétrolier et aussi en logistique pétrolière. Donc je pense que, et ça c'était même avant qu'on ne parle, avant que vraiment le débat n'ait atteint ce point actuellement. Subdeco avait déjà su anticiper sur la question du pétrole en créant ces masters pour justement permettre aux fils du pays de se préparer en conséquence. Contrat à la main, le ministre a expliqué pendant des heures les modalités de contractualisation. Tout obéit selon lui à la transparence et c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est visé. L'enjeu reste selon le ministre la formation et sur ce point, le secteur privé est interpellé. Le président sait très bien qu'il faut des hommes formés pour pouvoir gérer un secteur aussi important que le secteur du pétrole et du gaz. Et c'est pourquoi un institut du pétrole et du gaz est en cours de direction. L'ensemble des compagnies qui travaillent avec nous s'engagent à nous accompagner dans le processus pour non seulement définir avec nous les cursus, identifier les personnels dont elles auront besoin pour qu'on les forme ensemble, mais les personnels dont tout l'écosystème du pétrole et du gaz aura besoin. Ça demande aussi que le secteur privé sénégalais se mobilise. C'est pourquoi je félicite le groupe Subdeco qui fait partie du secteur privé dans le domaine de la formation pour l'intérêt qu'il a porté aujourd'hui à cette problématique importante. Les élèves du groupe Subdeco ont bien échangé avec le ministre Thierno Alassane Sall prochainement. C'est un autre démembrement du groupe qui va abriter un débat de haut niveau. 10 millions de francs CFA, c'est la ligne de crédit mise à la disposition des femmes de la commune de Fatick. Une initiative du maire accompagnée par un autre bienfaiteur. La cérémonie de lancement a été organisée ce vendredi. Ibrahim Mandong nous en dit plus. Ambiance des grands jours, mobilisation de la commune de Fatick pour accueillir le ministre des Sports, non moins maire de la commune. Cet après-midi, les femmes sont à l'honneur, un jour pas comme les autres. Au menu, la cérémonie du lancement des financements destinés aux femmes de Fatick. Pour l'occasion, le centre culturel était le point de convergence. Tout de blanc vêtus, elles manifestent leur satisfaction. Le ministre Matar Ba a clairement affiché sa volonté de soutenir les femmes dans le but de concrétiser leurs projets. Si quelqu'un prend des millions pour les mettre à la disposition des femmes, c'est parce qu'il veut tout simplement les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Le geste ne porte ni l'empreinte du maire, encore moins celui du ministre des Sports. Pour Matar Ba, c'est seulement le fils du terroir qui apporte son soutien aux femmes. Notre action a été inspirée par son Excellence le Président Macky Sall. C'est pourquoi nous avons pris de notre argent pour accompagner les femmes de Fatick, mais aussi remercier mon cher ami
Mbaye Faye qui a mis 5 millions. Le chèque est là que je vais remettre tout à l'heure. Une ligne de crédit destinée à toutes les femmes de la commune sans distinction aucune. À cela s'ajoute un taux d'intérêt abordable. Aujourd'hui, nous avons 10 millions de francs CFA pour les femmes de Fatick. Mais ces 10 millions seront prêtés aux femmes avec un taux qu'on ne trouvera pas au Sénégal. Parce que si on emprunte 100 000 francs, quand on remboursera, on ne mettra que 2500 francs de plus. Les femmes ne seront pas les seules à bénéficier de ces lignes de crédit. Selon Matarba, les jeunes vont aussi être financés dans le cadre de leur projet. Il n'y a plus d'équivoque quant à la présence de l'avocat dès l'interpellation de son client. La loi l'a déjà consacrée, cependant, celle-ci pose une série de questionnements sur son applicabilité. L'objectif de l'atelier organisé à cet effet est de faire la moisson des réponses des experts participants pour mieux préparer les acteurs à cette nouvelle interaction. C'est un compte-rendu de Amadou Aramtiam. Un atelier sur initiative du garde des Sceaux, ministre de la Justice, les membres du barreau, des officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie, tous autour d'une même table pour réfléchir sur l'opérationnalisation de la présence de l'avocat dès l'interpellation de son client. Il nous faut nous entendre sur la manière de mettre en œuvre ce texte, parce qu'il s'agit quand même d'une question sensible des droits du citoyen, de sa liberté. Il ne faudrait pas que au niveau de la police ou au niveau de la gendarmerie, il y ait des difficultés qui opposeraient l'avocat et l'enquêteur. La présence de l'avocat dès l'interpellation de son client est un texte pris au plan communautaire. Au plan national, l'Assemblée nationale, en réformant le Code de procédure pénale, a introduit l'article 55 qui prévoit cette même disposition. Cependant, son application rencontre parfois des résistances liées à son interprétation. Il y avait la notion de garde à vue. Est-ce que simplement il fallait associer la présence de l'avocat à la garde à vue? On sait que le terme d'interpellation est plus large. Nous avons aujourd'hui toute une série d'experts qui, pendant la journée, vont essayer d'expliciter les termes. Le règlement 5CM-UMOA est une règle communautaire qui s'applique à tous les États. Le droit d'accéder à un conseil dès l'interpellation est déjà acté au Sénégal. Une avancée majeure du Code de procédure pénale qui va bousculer les habitudes. Et devra conduire à des changements dans l'approche procédurale de l'OPJ. Mais il ne doit pas être perçu comme une restriction des attributions de l'OPJ, ni un empiètement sur un domaine réservé qui remettrait en cause ou compromettrait l'efficacité des enquêtes. Pour cela, il est nécessaire de définir un cadre de collaboration entre les acteurs. Une collaboration efficiente pour rendre la justice et appliquer la loi avec bonne foi. Et puis cette réflexion autour du plan de développement stratégique 2017-2021 du Comité sénégalais des droits de l'homme, le secteur minier constitue l'axe prioritaire. Acteurs et partenaires ont pris part aux travaux. C'est un compte-rendu signé Fatoumata Savané. Acteurs des droits humains et partenaires techniques et financiers se sont réunis sur 2 jours pour finaliser le plan de développement stratégique 2017-2021. Le Comité sénégalais des droits de l'homme se veut efficace pour renforcer son rôle et tracer sa feuille de route afin de réussir sa mission. Nous sommes interpellés par toutes les questions relatives aux droits de l'homme, sans exception. Mais nous devons donc intervenir dans le cadre de la promotion, mais également dans le cadre de la protection. Et d'ailleurs, c'est conscient du rôle que nous jouons, surtout dans le cadre de la protection, que nous avons donc mis en place cet observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif. Parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, on a toujours tendance à penser qu'aujourd'hui, l'installation des industries dans nos régions, dans nos villes, dans nos campagnes, c'est-à-dire il n'y a que les aspects économiques, à côté du gain qui peut provenir donc de l'exploitation de ces industries extractives, mais il y a un volet qui était toujours méconnu, c'est la question, c'est la dimension des droits humains. Les différentes parties prenantes ont salué l'initiative du Comité sénégalais des droits de l'homme. Le partage des acquis est fondamental pour que les partenaires s'y identifient. Avec les nouvelles découvertes du pétrole et du gaz au Sénégal,
Sénégal, je pense que c'est un enjeu de taille que de s'interroger sur les droits qui vont certainement émerger à partir de ces découvertes. Et c'est tout l'enjeu stratégique communicationnel qu'il faut inaugurer. Et comment positionner dans le plan stratégique du comité sénégalais tout ce qui est droit de l'enfant et de la femme. Parce que souvent, on parle de droits humains de manière générale, mais on ne met pas trop l'accent sur la composante femme et enfant qui, pour nous, est essentielle dans tout ce que le comité fait. Le comité sénégalais des droits de l'homme est conscient de son rôle avant-gardiste. Son défi majeur est de regagner son statut A depuis sa rétrogradation en 2012. Il souhaite le soutien de l'État à qui il remettra le rapport 2013-2014 dans les jours à venir. Dans l'actualité internationale, ce soir, le Burkina Faso et la santé fragile de Djibril Bassolé, la France où un individu a été abattu à l'aéroport d'Orly. Nous démarrons par la Mauritanie. Le Sénat a rejeté le projet de réforme constitutionnelle du président Aziz. Le récit de Cheikh Traoré. Le Sénat mauritanien rejette le projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement. Le texte prévoit la suppression du Sénat en tant qu'institution et le changement du drapeau national. Le projet avait été adopté par l'Assemblée nationale le 9 mars dernier. Mais pour être validé, il devrait être adopté par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité des 2 tiers avant d'être soumis à un congrès parlementaire. 33 sénateurs sur 56 ont voté contre le projet de révision constitutionnelle. Une surprise pour certains observateurs, car le pouvoir est largement majoritaire dans les 2 chambres. Djibril Bassolé ne va pas bien. L'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères connaît de sérieux problèmes cardiaques depuis janvier dernier, annonce JeuneAfrique.com. Il est actuellement emprisonné pour son rôle présumé dans le coup d'État attribué au général Gilbert Diendéré en septembre 2015. Les avocats de Bassolé tentent d'obtenir son évacuation vers la France, une affaire prise très au sérieux par l'État burkinabé qui a envoyé à son chevet 2 ministres et le médecin personnel du président Kaboré. La question relève désormais du ressort de la justice. En France, un homme a été abattu samedi matin à l'aéroport d'Orly. Il avait tenté de s'emparer de l'arme d'une militaire en patrouille. L'homme, connu des services de police, avait auparavant tiré sur un policier en Seine-Saint-Denis avant de fuir vers l'aéroport. Il était recherché par la police judiciaire pour des faits de vol à main armée. En sport, le Sénégal a perdu son 2e match du tournoi de la zone 2 qualificatif à l'Afro-Basket 2017. Les Lions se sont inclinés devant la Guinée 55-68. C'était ce samedi après-midi à Bamako. Les temps forts avec Thierno Diallo. Contre la Guinée, le Sénégal a enregistré sa première contre-performance dans ce tournoi à l'aide de la zone 2. Une défaite 55-68, soit 13 points d'écart. Dès l'entame du match, les Lions déroulent leur jeu et enchaînent les paniers. Ils vont gagner beaucoup de rebonds offensifs et mettre encore du poids. Mais ils sont rattrapés à la fin du premier quart-temps. Au deuxième quart-temps, les Guinéens dominent et s'imposent. Un seul point d'écart entre le Sénégal et la Guinée à la mi-temps. Très bonne réaction sénégalaise. Puis, 2 points de différence entre les 2 équipes au 3e quart-temps. Le Sénégal rate beaucoup de ses paniers faciles. La détermination des Guinéens finit par payer. Le Sénégal s'incline 55-68 en attendant son match de ce dimanche contre le Mali. Pour terminer, la journée mondiale de l'eau sera célébrée ce 22 mars à Thiès. En prélude à cet événement, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a organisé ce samedi une randonnée pédestre. La marche a été une occasion pour sensibiliser les populations sur les eaux usées. Nous retrouvons Thierno Diallo. Place du souvenir africain, point de départ de la marche du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Direction la mosquée de la Divinité sur la corniche ouest. Vous êtes fatigué? Du tout. Du tout. Moi, je suis sportif en plus, donc ça se passe très bien. Donc, les gens sont dans un très bon rythme. Donc, nous sommes dans cette dynamique pour véhiculer aussi des messages sur l'assainissement. Vous avez l'habitude de faire du sport? Oui, je fais régulièrement du sport. Bon, de temps en temps, je peux rester quand même quelques semaines sans pratiquer. Mais sinon, habituellement, 3 fois par semaine, je vais en salle. Après 8 km de marche, les randonneurs reviennent à la case de départ. Cette activité sportive du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est en prélude à la journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars à Thiès. On a décentralisé à Thiès, c'est pour non seulement, en tout cas aussi, écouter les populations
échanger avec ces populations-là. Mais aussi Thiès est un centre de formation. Au niveau de l'université de Thiès est formée donc une filière d'ingénieurs en hydraulique. C'est pour dire que Thiès, la ville de Thiès quand même n'a pas été choisie fortuitement. Au cours de cette journée mondiale, le département en charge de l'hydraulique et de l'assainissement fera le point sur la situation des réalisations et des projets en cours. Il a été lancé le programme des 10 villes qui va mobiliser plus de 70 milliards de francs CFA et qui va nous permettre de réaliser non seulement des stations de traitement, mais aussi des kilomètres et des kilomètres de réseau. D'autres programmes vont venir avec ce qu'on appelle donc le 11e FET, avec la réalisation aussi non seulement des stations de traitement, mais aussi donc des réseaux pour permettre aux différentes localités d'être connectées au système collectif. À Dakar, il y a un important programme qui sera réalisé avec donc la multiplication au moins par 4 de la capacité de traitement de l'usine de Cambérène, qui va passer de 19 000 m3 jour à 92 000 m3 jour. La randonnée pédestre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été une réussite. Plus de 1000 marcheurs ont répondu à l'appel. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RTS1. L'attractivité de l'investissement, du développement, de la complémentarité entre les économies, de ce que aussi peut apporter modestement le Maroc en matière de contribution dans des secteurs sensibles et importants tels que le développement de l'agriculture, les infrastructures. C'est tout cela qui a été changé, c'est l'appréciation de son excellence et naturellement le Maroc est toujours reconnaissant au Sénégal, à son excellence le président, au gouvernement et au peuple sénégalais. Triennale de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, rideau sur la 11e édition. La cérémonie de clôture a été présidée par les ministres sénégalais en charge de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. L'idée de mettre en place un fonds africain pour l'éducation a été agitée. Compte rendu Pape Kolingom. Pendant 4 jours, Dakar a été la capitale africaine de l'éducation. Experts, consultants, partenaires et gouvernements ont passé au crible les obstacles de l'éducation dans le continent noir avant de donner quelques orientations. Il y a la nécessité de travailler sur les curricula. Il y a également le besoin de revoir la formation même des enseignants. Nous avons également besoin de revoir l'environnement dans lequel cet enseignement se déroule, c'est-à-dire les conditions générales de l'enseignement. La francophonie, pour sa part, travaille à aider les États en collaboration avec tous les partenaires et au sein aussi de l'ADM, nous avons 29 États africains quand même dans notre organisation pour avoir maintenant un système éducatif holistique, financé, supporter les innovations. L'enseignement supérieur et la coopération italienne, représentée par le directeur de l'UNESCO à Dakar. Elle porte sur le renforcement de l'offre éducative et des capacités pédagogiques et universitaires. Je voudrais encore remercier l'UNESCO, remercier l'Italie pour cette subvention de près de 330 millions de francs CFA, donc qui va permettre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar principalement et accessoirement à l'université Gaston Berger de développer à la fois les formations pour les métiers du patrimoine, de développer la formation citoyenne et ensuite évidemment de renforcer les capacités des centres de pédagogie universitaire et pour l'université de Dakar l'enseignement de l'italien. Nous allons faire en sorte que ce projet porte ses fruits et soit un succès. La seconde convention, quant à elle, vise à appuyer l'expérience sénégalaise dans le domaine de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, et l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Wan, ont paraphé le document. Dans le cadre d'un enseignement bilingue, donc nous avons aujourd'hui signé des conventions qui rentrent dans le cadre de ce programme, École et langue nationale, introduction des langues nationales à l'école. Mais ce n'est pas la seule coopération que nous avons avec l'OIF. Nous avons l'initiative pour la formation à distance des élèves maîtres qui intervient aujourd'hui dans les régions de Fatick et de Kaolack, où nous sommes en train de renforcer les capacités en langue française, notamment d'un certain nombre d'enseignants. Et ce programme va connaître une deuxième phase qui va couvrir les régions de Kaffrine. Et nous avons aussi l'Institut francophone.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Les enjeux de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO au menu du tête-à-tête entre le chef de l'État et le ministre marocain des Affaires étrangères. Salaheddine Mezouar est porteur d'un message de Sa Majesté Mohamed VI qui voit en cette intégration une valeur ajoutée en termes d'attractivité de l'investissement dans l'espace sous-régional. Le défi lié à la qualité du riz local se trouve en grande partie dans la transformation. C'est ce qu'ont compris les acteurs. Ils mettent ainsi d'importants moyens dans la transformation. C'est le menu de la série Riziculture qui nous conduit dans le delta du fleuve Sénégal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le président de la République a reçu en audience ce samedi le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Salaheddine Mezouar est porteur d'un message de Sa Majesté Mohamed VI relatif à son intégration à la CEDEAO, une valeur ajoutée qui devrait avoir un impact en termes d'attractivité de l'investissement, une projection sur l'avenir selon le ministre marocain que je vous propose d'écouter. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être reçu par son Excellence le Président Macky Sall, porteur d'un message écrit de la part de son frère, Sa Majesté le Roi. Naturellement, tout le monde connaît l'excellence des relations entre Sa Majesté le Président Macky Sall, mais également entre les deux peuples. Et Sa Majesté a toujours veillé à ce que le Sénégal, son président et ses institutions soient toujours associés aux démarches qu'effectue le Maroc et qu'effectue Sa Majesté le Roi. Le Sénégal a été aux côtés du Maroc et d'une manière engagée, forte, à tous les niveaux, pour le retour du Maroc au sein de sa famille africaine et sa famille institutionnelle. Aujourd'hui, le Maroc est dans une autre démarche qui est celle de l'intégration au sein de la CEDEAO. Elle est liée d'abord à une histoire commune intense entre le Maroc et cet espace économique. C'est lié aussi aux relations culturelles, humaines, aux relations économiques et également dans tout le partenariat lié à la sécurité et au développement. Donc cette démarche du Maroc est une démarche qui s'inscrit dans la logique et dans la continuité. Le Maroc est lié avec tous les pays de la CEDEAO. Par des accords, par des relations de partenariat, par de l'investissement, par des échanges culturels, estudiantins, par des échanges également culturels et par également des partenariats en matière de renforcement de sécurité. La CEDEAO a tout à gagner de ce partenariat comme le Maroc a aussi à gagner naturellement de ce partenariat. L'entrée du Maroc au sein de la CEDEAO permettra à la CEDEAO de devenir la 16e puissance économique au niveau mondial. Et donc en termes humains, mais aussi en termes économiques et en termes... Et les réformes. Cette conférence de presse marqua la fin de la rencontre a servi de tribune pour le comité d'organisation de rappeler les recommandations phares de la 11e triennale. La recommandation encore la plus importante à mon avis, c'est de dire que nous voulons développer des compétences pratiquement pour tous les métiers, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Et enfin intégrer dans ce qu'on est en train de faire l'apprentissage. Nous avons parlé des langues nationales, nous avons parlé du genre, l'apprentissage dans nos structures traditionnellement qui formaient également beaucoup de jeunes dans les sciences et dans nos techniques. Parmi ces recommandations, l'idée de mettre en place d'un fonds africain pour l'éducation a été la principale. L'idée du fonds a été discutée en réunion et que par rapport au mécanisme de fonctionnement et d'opérationnalisation de ce fonds, en fait, c'est ce volet qui constitue la prochaine étape à faire. Les documents ont été fournis aux représentants des pays, aux ministres qui vont faire leur consultation interne et revenir à l'ADEA par rapport à leurs idées sur qui va gérer ce fonds. La 11e triennale de l'ADEA qui vient de prendre fin à Dakar a été un carrefour de partage, d'expériences et d'échanges d'idées novatrices. Les 700 participants ont manifesté leur satisfaction vis-à-vis des engagements pris par les décideurs et partenaires pour améliorer la qualité de l'éducation en Afrique.
En marge de cette 11e édition de la triennale, les ministres sénégalais en charge de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur ont signé des conventions de partenariat avec l'Italie. Nous retrouvons Pape Kolingom pour le compte-rendu. La première convention a été signée entre le professeur Mary Teuw Niane, ministre de